Chers amis chasseurs, à quelques heures de cette nouvelle année, je tiens à vous adresser mes vœux les plus chaleureux de bonheur, de santé et surtout de joie. Que cette année 2025 soit riche en moments heureux et en avancées concrètes pour notre passion commune, la chasse. Il y a un an, à la même période, j'évoquais l'année 2024 qui s'annonçait pleine de bruit et de fureur contre notre pratique. Eh bien, il faut admettre qu'on n'a pas été déçus, moi le premier. Les plus violents des anti-chasses n'hésitent pas à se mettre en scène sur les réseaux sociaux pour singer de pseudo-agressions fomentées par des chasseurs. Je ne nommerai pas ici l'écologue revendiqué là, qui est autant naturaliste que je suis jockey professionnel, celui qui n'a jamais eu peur de travestir la vérité, et il n'est malheureusement pas le seul. Les plus médiatiques d'entre eux n'hésitent pas à déverser leur haine de la chasse dans les médias. Je ne nommerai pas ici non plus la combattante du barbecue qui ne manque jamais une occasion pour professer des horreurs sur les chasseurs sans rien savoir et surtout sans jamais rien comprendre. Je le dis et le redis, la liberté d'expression a quand même bon dos lorsque son seul objet est de dénigrer systématiquement le monde des chasseurs. C'est un comble de manipuler sciemment l'opinion pour espérer, dans le fond, crédibiliser un discours de haine à seule fin d'idéologie ou de politique. Eh bien, j'aimerais pouvoir changer de disque, comme on dit, pour cette nouvelle année 2025, mais force est de constater que la pratique légale de la chasse provoque toujours des comportements violents et irresponsables de la part des anti-chasses. Ah, évidemment, nous sommes dans un pays où la contestation est un sport national, on le sait tous. Mais attention quand même, attention aux dérives qui sont en train de faire disparaître les lignes rouges qui nous ont toujours pourtant permis le vivre ensemble. Un futur président américain en visite à Notre-Dame pour son inauguration, il y a quelques jours, le disait lui-même, le monde est fou. On peut être contre la chasse dans le respect des biens, des personnes et des institutions. Mais quand on commence à être nommément ou physiquement contre les chasseurs, c'est qu'hélas, l'explosion de notre modèle sociétal et démocratique est tout proche. Alors c'est pourquoi la FNC contre-attaque systématiquement sur le terrain juridique, avec, j'en conviens, plus ou moins de succès. Mais sachez que notre détermination sans faille montre à nos opposants que nous sommes non seulement des militants, mais aussi des combattants, et que nous ne banaliserons jamais la violence physique ou verbale. Notre observatoire des violences faites aux chasseurs révèle que lors de la saison dernière, un signalement par jour a été enregistré sur notre plateforme, en période de chasse bien sûr. Imaginez, un signalement par jour, alors que cette démarche, en fond, peut paraître compliquée pour beaucoup d'entre vous. C'est évidemment très en deçà de la réalité de ce que nous vivons tous. Laisser dire et faire serait la porte ouverte à une escalade encore plus violente. Et cela laisserait également penser que nous sommes des irresponsables. Pourtant responsables, eh bien nous le sommes. Tous sur l'enjeu de la sécurité à la chasse. Ensemble, nous continuerons à œuvrer dans ce sens, car notre travail de formation a fait largement ses preuves, haussant ces idées à la con des anti-tout, et surtout sans loi liberticide que certains politiques rêveraient de faire voter. Nous avons nous-mêmes renforcé et durci nos règles avec l'objectif toujours de tendre vers le zéro accident. La remise à niveau obligatoire tous les 10 ans de tous les chasseurs sur les enjeux de sécurité en est la première illustration. Et d'ailleurs, nous sommes déjà plus de 400 000 à l'avoir suivi. Je vous l'ai déjà tellement répété, je vous le redis encore aujourd'hui, à la chasse, il n'y a qu'une seule règle que nous devons mettre au-dessus de toutes les autres. La sécurité, toujours la sécurité, rien que la sécurité. Alors pour vous-même, comme pour vos collègues chasseurs, mais surtout pour que nous puissions continuer sereinement à partager l'espace public avec tous les autres usagers de la nature, comme c'est le cas depuis toujours. Responsables, nous le sommes encore quand nous scellons en 2023 un accord inédit avec le monde agricole, l'État et l'ONF au sujet, vous vous en doutez, des dégâts de grand gibier. Nous sommes dans la 2e année d'application de cet accord, avec des devoirs sur les populations de sangliers, mais aussi avec des droits sur la pratique de la chasse. Je sais que vous faites au mieux dans un contexte difficile,
avec le doublement de la surface de la forêt française depuis plus d'un siècle, avec un tiers du territoire soustrait à la chasse aujourd'hui, et on le constate tous, et avec des animaux de plus en plus souvent remisés dans des espaces périurbains, et il faut le dire, difficilement chassables. C'est pourquoi je dois, avec mes collègues, trouver le moyen de changer cette loi qui nous oblige à payer seuls l'entièreté des dégâts de grand gibier. Je sais bien qu'il y a 8 ans que je vous répète la même chose sur ce sujet. Nous devons sortir de cette impasse financière qui va finir par détruire la chasse populaire en France. Alors je remercie à cette occasion d'ailleurs le sénateur Laurent Burgoa d'avoir posé une première pierre législative à ce futur changement par cette proposition de loi qu'il a récemment déposée au Sénat. Responsables, mes amis, nous le sommes encore, dans le nécessaire dialogue avec le pouvoir en place. Et c'est mon rôle en tant que président de FNC d'être celui qui dialogue avec le législateur au nom de la chasse française. Il est vrai que la crise politique actuelle, que certains n'hésitent pas à qualifier de crise de régime, c'est vrai, ne facilite vraiment pas les choses. Hélas, cette instabilité politique devient chronique dans le pays. Les ministres sont nommés sans visibilité. Du contrat à durée déterminée, on est passé à un contrat à durée éphémère sans aucun préavis. Et cette incertitude, elle pèse logiquement sur notre ministère de tutelle et a fortiori sur la défense de nos pratiques. Il faut du temps pour convaincre et également du temps aux ministres fraîchement nommés pour appréhender nos pratiques et nos problématiques. J'espère que 2025 nous apportera enfin une fenêtre de quiétude politique pour qu'on puisse bien sûr faire avancer ces sujets. Heureusement, dans ce maelstrom politique où nombreux sont ceux qui ont perdu le sens des responsabilités et des valeurs, le Sénat demeure, comme je l'ai toujours affirmé, le gardien de nos traditions rurales. La FNC avait d'ailleurs alerté sur le danger que représentait une proposition de loi visant à interdire la corrida et les combats de coqs en présence de mineurs de moins de 16 ans, étudiée au Sénat d'ailleurs dans la niche parlementaire du groupe minoritaire Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, à se demander dans le fond si le 14 novembre dernier, cette question de l'intérêt supérieur de l'enfant était vraiment la première des priorités politiques, mais bon, personne n'est dupe sur les vraies intentions de cette PPL, c'était avant tout interdire la corrida. Eh bien, les sénateurs ont massivement voté contre. Ils savent d'expérience que ces traditions sont un des fondements de la vie économique et sociale de ces territoires ruraux et que l'éducation de nos enfants et la transmission de nos valeurs est notre droit de parents. Mais de quel droit? Une loi pourrait m'interdire d'emmener mon enfant à la corrida, au combat de coq, et demain quoi? À la pêche, à la chasse ou en promenade à cheval? Je vais vous dire, rien que de savoir que des élus du peuple ont osé tenter de m'empêcher de donner l'éducation que j'ai choisie à mes enfants me met dans une colère à titre personnel que vous ne soupçonnez même pas. Déjà, nous les avons tous parfaitement compris. Aujourd'hui, nos enfants subissent un endoctrinement d'une violence inouïe en milieu scolaire. C'est écrit partout dans les livres des plus jeunes. Leurs pères chasseurs ou leurs mères chasseresses sont des monstres de violence envers la nature et le vivant. Ah, le wokisme est partout. Il est partout. Pour les jeunes, mais comme pour nous tous d'ailleurs. Eh bien, à nous, là encore, de ne rien banaliser et de réagir rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Responsables, nous le sommes toujours quand nous affirmons que nos territoires ont besoin, plus que jamais, d'une police de proximité qui soit à la fois cynégétique et environnementale. Je rappelle régulièrement à l'État que nous avons des compétences en la matière. Il pourrait s'appuyer sur le réseau des fédérations, des chasseurs au travers des agents de développement qui sont assermentés, et puis aussi des gardes particuliers. J'ai rencontré d'ailleurs à ce sujet le ministre du gouvernement Barnier, Bruno Retailleau, qui s'est montré, il faut le dire, très à l'écoute. Des pistes s'ouvrent enfin. Et il est temps. Ce dossier fait partie des réformes urgentes à mener pour la ruralité française et pour la chasse. De nombreux maires, chez moi comme dans les autres départements, nous demandent chaque année de leur venir en aide. Il serait temps, mes amis, que l'État comprenne l'urgence de la situation. Oui, il faut plus de police dans ce monde, mais je n'accepte pas non plus la paranoïa dont l'État fait preuve sur la détention d'armes de chasse. Je ne tolère pas que nous soyons présumés coupables à la suite de notre inscription au SIA, vous savez, ce fameux nouveau système d'information sur les armes. Chaque détenteur d'armes fera l'objet dorénavant de vérifications périodiques avec le casier judiciaire et les autres fichiers du ministère de l'Intérieur.
évidemment afin de s'assurer de sa capacité à acquérir et à détenir des armes. Il ne faudrait pas non plus que l'on paye la non-réactivité de la justice à effacer certains casiers judiciaires au bout de 5 ans, comme la loi normalement le prévoit. Responsables, nous le sommes aussi, lorsque nous assumons une chasse scientifique basée sur la connaissance. Nous savons que c'est par la connaissance et par la science que la légitimité de la chasse sera consolidée. Il faut en premier lieu que les chasseurs deviennent les meilleurs récolteurs de données scientifiques, parce qu'on est sur le terrain. Le premier réflexe, après un prélèvement, pour chacun d'entre vous, doit être de déclarer cela sur l'application ChasseAdapt. On a été les premiers, mes amis, à créer un outil fiable et performant. On ne va quand même pas être les derniers à l'utiliser. Nous y avons même mis de l'intelligence artificielle avec la fonctionnalité de la lecture d'elle. Qui peut oser dire que la chasse, dans ce cas-là, n'est pas moderne? Nous n'avons pas peur de la science, contrairement à la Ligue de protection des oiseaux et à One Voice qui, vous l'avez vu une nouvelle fois, ont contesté les expérimentations scientifiques sur la sélectivité des chasses traditionnelles et ont d'ailleurs perdu. Franchement, je m'en félicite. Ces expérimentations vont permettre d'objectiver la réalité scientifique de cette sélectivité. Alors oui, c'est une première étape dans le combat mené pour la réouverture des chasses traditionnelles. Il n'est pas question pour la FNC de lâcher toutes les chasses traditionnelles. Elles font partie de notre patrimoine rural et de notre identité. Nous le savons très bien que la chasse durable, dont la gestion adaptative est l'une des cautions avec la fiabilité des données sur les espèces, est essentielle pour le maintien de nos pratiques et notamment pour la chasse des migrateurs en Europe. S'il est vrai que l'attention de ces derniers jours s'est surtout concentrée sur la situation politique française, ce sont presque de bonnes nouvelles qui nous arrivent d'Europe. C'est un ex-candidat à la députation européenne qui n'a cessé de fustiger cette Europe aux mains des technos, et donc hors sol, qui vous le dit. Nous le savions depuis des mois, la chasse des migrateurs est de nouveau dans le collimateur de l'Europe. La Commission européenne, prise en flagrant délit de déni scientifique dans ses recommandations à ce sujet, a passé outre les avis des experts européens. Sans attendre, elle s'est fait remonter franchement les bretelles lors d'une importante réunion. Pour la première fois, la majorité des États membres, dont même la France, s'est prononcée contre ces propositions, à savoir des moratoires sur 4 espèces et une réduction des prélèvements de moitié pour 3 autres espèces. Évidemment, la FNC maintient la pression sur la Commission avant une prochaine réunion du 14 janvier. Alors, mes amis, franchement, je vous le dis maintenant, quand je lis les tissus de conneries sur les réseaux sociaux sur la question de ces moratoires et sur l'idée, franchement cocasse, que la FNC ne serait pas à la hauteur de l'enjeu et n'aurait rien fait pour arrêter cela, mais sans déconner, quoi. Sans déconner. Vous croyez vraiment ce qui s'est passé il y a quelques jours n'est pas le fruit d'un long et difficile travail de votre fédération nationale et de tous ses soutiens européens? Alors ok, tout ça d'accord, c'est Noël, hein, c'est donc la période des vœux, voire des miracles, mais je suis désolé de vous le dire à nouveau. Arrêtez de lire les analyses des grands sachants synergétiques dont les compétences se limitent à juger le travail d'autrui planqué derrière le clavier d'un ordinateur. Moi, je bosse, on bosse tous ici. On n'a peut-être pas toujours le temps de tout expliquer sur le web, mais qu'on ne vienne pas me faire la leçon sur la recette miracle des actions à mener pour sauver la chasse des migrateurs. Je rassure les prédicateurs de malheurs synergétiques de tout poil, si cela ne marche pas, vous ferez comme d'habitude. Vous me direz que c'est de ma faute. Allons maintenant sur un autre sujet européen qui nous pose injustement de nombreux problèmes, l'interdiction de la grenaille de plomb de chasse utilisée à l'intérieur ou autour des zones humides. Là encore, c'est du pur dogmatisme, dont la seule finalité est encore et toujours de décourager les chasseurs de pratiquer leur passion. À l'image de ce qui se passe avec la liste des espèces chassables, on assiste au même déni scientifique de la part de la Commission et de son célèbre comité ECHA, dont les membres incarnent parfaitement cette volonté de nuire à la chasse en refusant de prendre en compte les études scientifiques comme celle qui nous vient de Norvège. Néanmoins, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision qui en précise enfin clairement les règles. Elle valide définitivement le règlement plomb. Elle conforte aussi l'analyse de la FNC, notamment sur le cas des chasseurs qui ne sont pas verbalisables s'ils sont simplement porteurs de grenailles de plomb.
La présomption de bonne foi l'emporte et il faut donc clairement un flagrant délit pour être verbalisé. En parlant de flagrant délit, regardez le loup, depuis qu'il a bouffé le vieux poney de la présidente de la Commission européenne, eh bien, il n'est plus en odeur de sainteté, comme on dit à Bruxelles. Plus sérieusement, la modification du statut du loup a été votée. Il passe de strictement protégé à protégé. Ce vote donnera enfin de la flexibilité pour agir et ouvre la porte au déclassement d'autres espèces décidées il y a des fois plus de 40 ans et qui aujourd'hui, il faut le dire clairement, se portent tellement bien qu'elles posent de nombreux problèmes. C'est une réalité. La concentration des populations de loups dans certaines régions d'Europe est un véritable danger. L'impact du loup sur la biodiversité, elle est réelle, car il entraîne clairement la disparition d'autres espèces. En France, la pérennité de l'élevage et du pastoralisme est un enjeu sur nos territoires ruraux. N'oublions quand même jamais, chers amis, que sans les agriculteurs et sans les forestiers, on ne chasserait pas. Alors que le monde agricole est en crise, je leur apporte d'ailleurs tout mon soutien pour cette nouvelle année qui s'annonce quand même difficile pour eux. Avant de conclure, je voudrais faire dans le fond un dernier vœu pour notre petit gibier national qui connaît une crise, il faut le dire là aussi, sans précédent. Là encore, mes amis, il ne faut rien lâcher. Vos fédérations se battent tous les jours en maintenant des moyens et des compétences pour que les choses reviennent le plus rapidement possible à la normale. J'espère sincèrement que les conditions climatiques du printemps prochain seront enfin porteuses d'espoir et merci à nos piégeurs de maintenir la pression sur les nuisibles, n'en déplaise à tous les petits rigolos de l'écologie qui pensent que les renards se nourrissent de carottes et que la fouille est un oiseau migrateur. Je rigole, mais je l'ai déjà entendu. Vous l'avez compris, la chasse française est en perpétuelle effervescence, vivant pleinement dans la modernité de son temps. Votre maison nationale est tenue, et même bien tenue. J'en suis le patron et je peux vous dire que si j'ai finalement décidé de rester, ce n'est pas pour servir de paillasson à qui que ce soit, ni pour devenir un joli bibelot qu'on pose pour adoucir l'ambiance. C'est pas le style. Vous avez un patron motivé, vous avez une équipe compétente, et nous avons un cap. Alors soyons unis et faisons ensemble ce vœu de solidarité et d'unité pour l'avenir des jeunes chasseurs qui nous rejoignent chaque année et qui nous rejoindront de plus en plus nombreux dans les années qui viennent. Lorsqu'on en aura fini avec tout ce wokisme et ce délire écologique dogmatique, oui, nous redeviendrons une promesse d'avenir et d'intégration sociale grâce à nos exceptionnelles valeurs de passion, de convivialité et de transmission. Moi, je suis fier d'être chasseur. Je n'ai jamais été aussi fier d'être votre président, alors que 2025 nous apporte ces multiples petits bonheurs synergétiques qui font le sel de nos vies de ruraux. Bonne et heureuse année 2025. Vive la chasse, vive la ruralité.